Roi des rois, Seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, élu des dieux, Sa Majesté Haïlé Sélassié, le premier, tels furent les titres accordés à Rastafari Makonnen lorsqu'il fut couronné empereur de l'Empire éthiopien le 2 novembre 1930. En tant que chef d'une civilisation qui avait duré plus de 3000 ans, le nouvel empereur serait désormais considéré par des millions de personnes dans le monde comme un symbole universel de fierté et de souveraineté africaine, à une époque où pratiquement tous les royaumes africains autochtones étaient tombés sous la domination européenne. Pendant son règne de 44 ans en tant qu'empereur, Haïlé Sélassié serait beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Pour certains, un despote impérialiste et brutal. Pour d'autres, un symbole d'anti-impérialiste et de liberté. Pour certains, un monarque arrogant et égoïste. Mais pour d'autres, un messie analphabète. Les paradoxes et les contradictions peuvent être communs à tous, les personnages historiques majeurs, mais il y reste l'homme, le mythe, l'héritage et le dernier empereur de l'Empire éthiopien. Toute exploration de la vie de Haïlé Sélassié doit commencer par explorer la nature de la société éthiopienne et de l'empire qui la dirigeait à la fin du 19e siècle. L'Éthiopie et la corne de l'Afrique au sens large ont une histoire unique. Il y a 1700 ans, lorsque l'Empire romain régnait sur toute l'Afrique du Nord, l'Égypte romaine est devenue l'un des premiers centres majeurs du christianisme en Méditerranée orientale. Bientôt, la nouvelle religion se répandit vers le sud, au-delà des frontières de l'Empire romain, le long du Nil et sur la côte de la mer Rouge. Dans cette mouvance, l'Éthiopie est rapidement devenue un pays chrétien. Cependant, avec les conquêtes arabes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au 7e siècle après Jésus-Christ, l'Éthiopie fut effectivement coupée du reste du monde chrétien, mais elle ne se convertit pas à l'islam. Au fil du temps, une forme unique de christianisme s'est développée. De plus, la politique et la culture éthiopienne furent enveloppées de légendes bibliques et, à partir du XIIIe siècle, les dirigeants du royaume d'Éthiopie prétendirent descendre du roi biblique Salomon. C'est pourquoi leur lignée dynastique est devenue connue sous le nom de dynastie salomonienne. Cette dynastie salomonienne dirigeait un royaume qui, il y a des siècles, ne constituait qu'une partie du nord de l'Éthiopie. Mais entre le XIIIe siècle et le XIXe siècle, elle a commencé à s'étendre vers le sud, l'ouest et l'est pour finalement couvrir une superficie proche de l'Éthiopie actuelle. Ce faisant, l'Empire éthiopien est devenu un État multiculturel, comptant de nombreux peuples ethniques différents, vivant sous le règne des empereurs. Les plus importants d'entre eux étaient les peuples Omoro et Amhara, qui représentaient à eux deux plus de la moitié de la population de l'Empire. Mais des minorités importantes comprenaient les Somaliens à l'extrême sud et à l'est du pays et les Tigrins au nord-est. Les différentes ethnies parlaient des langues différentes et avaient des apparences quelque peu différentes. Par exemple, les Oromo sont un peuple koutitique qui dominait la partie nord-ouest du pays et qui s'est montré plus sensible à la propagation de l'islam dans la région. Les Amharas sont un peuple sémitique qui dominait les hauts plateaux d'Éthiopie et étaient beaucoup plus engagés dans le christianisme orthodoxe oriental. Ces divisions ethniques et religieuses influenceront le règne de Haïlé Sélassié et en fait toute l'histoire de l'Éthiopie moderne. En effet, elles sont si centrales dans l'histoire du pays que le nom alternatif utilisé pour désigner l'Empire éthiopien au moment de la naissance de Haïlé Sélassié était Abyssinie, du terme arabe Abassa, signifiant mélange, une référence à la nature multiculturelle de l'Empire. Au milieu du 19e siècle, l'Empire éthiopien était devenu l'un des États les plus puissants d'Afrique. Cela devait être le cas, car les grandes puissances européennes entraient dans une période de colonisation accélérée du continent. Au nord, l'Égypte était effectivement devenue un protectorat britannique et la domination britannique s'étendait le long du Nil jusqu'au Soudan, voisin occidental de l'Éthiopie, et finalement en Ouganda et au Kenya, voisins méridionaux de l'Abyssinie. En fin de compte, presque toute l'Afrique a été annexée par les puissances européennes dans le cadre de ce qui est désormais connu sous le nom de ruée vers l'Afrique.
Cependant, l'Abyssinie a évité ce sort, en grande partie parce que Ménélik II, arrivé au pouvoir en 1889, a lancé un programme de modernisation. Il fit d'Addis Abeba une nouvelle capitale forte au centre de l'Empire et développa une alliance avec l'Empire russe à partir de 1893. Grâce à cela, les Russes ont envoyé des conseillers militaires, des scientifiques et des économistes en Abyssinie pour conseiller le pays sur la manière de moderniser son gouvernement, son économie et son armée, en vue de résister aux empiètements des Italiens, des Britanniques et des Français et d'autres. Ainsi, lorsque Tafari Haïlé Sélassié est né, une nouvelle ère de l'histoire éthiopienne commençait. Il y a un conte populaire éthiopien bien connu qui raconte comment le père de Haïlé Sélassié, connu sous le nom de Makone et gouverneur de la province éthiopienne de Harar, reçut la visite d'un ermite venu lui délivrer une prophétie, combattant aux côtés de son cousin l'empereur Ménélik II. Il était aussi un conseiller clé proche de son proche parent l'empereur Ménélik II. Le père de Sélassié, Ras Makone, avait joué un rôle de premier plan lors de la célèbre bataille d'Adoua en 1896, au cours de laquelle les forces éthiopiennes ont vaincu l'Italie dans une bataille qui fait rage. Ce qui garantirait finalement le statut de l'Éthiopie comme l'un des deux seuls pays africains à n'avoir jamais été colonisé. Mais malgré ses grands succès militaires et ses réalisations politiques, Ras Makone était un homme en crise. Sa femme bien-aimée avait de sérieux problèmes pour procréer et avait subi une série de problèmes de fausse couche selon le conte populaire. Mais les problèmes de Makone ont finalement été résolus lorsque les ermites lui ont livré la prophétie suivante. Cette fois, l'enfant dont votre femme est enceinte viendra au monde en meilleure santé et survivra. Il grandira et quand il sera un jeune homme, il deviendra le dirigeant de l'Éthiopie et gouvernera le pays d'une main ferme. Il accordera grandeur et fierté à l'Éthiopie et lui remettra sa renommée. Mais en fin de compte, il détruira tout ce qu'il a construit de ses propres mains et laissera le pays en ruine. Mais comme pour de nombreuses histoires sur le défunt empereur, la question de savoir si les événements décrits se sont réellement produits ou non restera à jamais un mystère. Mais en mettant de côté les questions d'exactitude factuelle, la prophétie de l'ermite à partir de cette histoire d'origine mystique fournit un résumé parfait de la vie compliquée et de l'héritage de l'un des dirigeants les plus importants de l'histoire moderne de l'Afrique. L'homme connu sous le nom de l'empereur Haïlé Sélassié est né le 23 juillet 1892 dans la ville d'Idjersa Koro, non loin de la ville Harar en Éthiopie. On lui a donné le nom de Lige Tafari Makone dans sa jeunesse. Lige signifie enfant d'eux, tandis que Tafari signifie celui qui est respecté ou craint. Makone était le nom de son père. Ainsi, en grandissant, il était connu comme l'enfant de Makone qui est grandement respecté. Lige Tafari Makone est né dans une importante famille noble liée à la dynastie impériale actuelle. Par l'intermédiaire de sa grand-mère paternelle, Tafari descendait de la lignée des rois salomoniens. Son privilège d'apporter un sang noble malgré l'enfance de Tafari Makone n'était pas nécessairement facile. La mort de ses deux parents verrait Tafari adopté par le cousin de son père, l'empereur Ménélik II. Grandissant dans les couloirs du pouvoir, le jeune Tafari acquérera une éducation de premier ordre en politique de pouvoir et développera un mélange unique de charme et de cruauté qui le verra finalement s'élever au sommet de la société éthiopienne. Tafari Makone était sensiblement petit que la plupart des nobles éthiopiens. Mais ce qui lui manquait en physique, il le compensait largement par son charisme et son ambition. À seulement 13 ans, Tafari avait été nommé gouverneur titulaire et à l'âge de 18 ans, il assumait le contrôle de l'ancienne province de Harar de son défunt père. Et 6 ans plus tard, à l'âge de 24 ans, il est devenu l'homme le plus puissant d'Éthiopie. L'accession de Tafari au pouvoir était due à son génie politique. Au moment où Tafari atteignait sa majorité, l'empereur au pouvoir Ménélik II était tombé gravement malade et était sous pression pour choisir un successeur parmi tous les héritiers potentiels. Deux options raisonnables étaient son petit-fils Lige Iyasu et sa fille aînée Waziri Zewditu. En juin 1908, l'empereur Ménélik a subi un grave accident vasculaire cérébral, créant une mort imminente, a annoncé Lige Iyasu
comme son successeur choisi. Mais en raison du jeune âge de Lige Iyasou, l'empereur a fait une déclaration. Rastese Manadiou doit être plénipotentiaire de la région jusqu'à ce que Lige Iyasou soit apte à gouverner. Peu de temps après sa nomination en tant que régent, Rastese Manadiou est décédé subitement après avoir également subi un accident vasculaire cérébral. Bien que Ménélik II était encore en vie à ce moment, il s'éloignait maintenant lentement sur son lit de mort. De ce fait, Lige Iyasou a décidé de mettre fin à son opportunité en défiant les membres supérieurs de la cour impériale. Il a refusé de partager le pouvoir ou a accepté la nomination d'un nouveau régent et ainsi, à seulement 14 ans, Iyasou est devenu le dirigeant de facto de l'Empire. Il s'est ainsi révélé très impopulaire parmi les hommes de pouvoir éthiopiens qui s'efforçaient de garantir qu'il ne soit pas officiellement couronné empereur. Alors qu'il complotait sa disparition, des membres de la cour royale refuseraient même d'annoncer la mort de l'empereur Ménélik II en 1913. Les ennemis d'Iyasou réussiront finalement à le faire tomber lorsqu'en 1916 il fut accusé et jugé pour les crimes de trahison et d'apostasie à la suite d'une campagne vindicative menée par le ministre de la Guerre. Iyasou fut reconnu coupable de conversion à l'islam et il fut banni du palais avant d'être destitué. Sa tante Zewditou, la fille du défunt empereur Ménélik II, fut ensuite nommée impératrice en septembre 1916 et Tafari fut nommé régent et héritier du trône. Ce qui suivit fut 14 ans de conflits, de manœuvres politiques et de fusion de sang, au cours desquels Lige Iyasou tenterait de renverser Tafari du poste de régent afin de regagner le trône. Tafari est sorti victorieux de cette guerre d'éviction. Sa campagne pour le pouvoir ultime a commencé lorsqu'il a forcé l'impératrice à le couronner roi en octobre 1928. À la mort subite de l'impératrice 2 ans plus tard, Tafari est finalement couronné Negisa Nagas, ce qui signifie roi des rois de l'Empire éthiopien. Et à partir de ce couronnement, Tafari fut appelé Sa Majesté impériale, empereur Haïlé Sélassié Ier. À l'insu de Haïlé Sélassié, sa nomination le verra rapidement être la figure centrale d'une religion née sur une terre très éloignée des frontières de son royaume. Dans une petite colonie britannique où les corps noirs ont longtemps été sujets au mépris et à l'assujettissement, la nouvelle du couronnement de Haïlé Sélassié serait désormais considérée par des milliers de Jamaïcains noirs comme un signe de salut et de providence. Les prédicateurs de nouvelles religions, connus sous le nom de Rastafarisme, ont commencé à proclamer un nouvel évangile. Selon eux, le couronnement de Sélassié était l'accomplissement d'une prophétie du militant panafricain Marcus Garvey, qui a encouragé ses partisans à se tourner vers l'Afrique, où un roi noir sera couronné car le jour de la délivrance est proche. Malgré la forte résistance des autorités coloniales britanniques, le nouveau mouvement a rapidement commencé à se développer sous la direction de son principal prédicateur, Leonard Howell. Défiant les autorités britanniques, Howell a commencé à proclamer hautement Haïlé Sélassié comme un être spirituel et exhorta ses compatriotes noirs jamaïcains à ne plus se considérer comme des sujets britanniques, mais comme des Éthiopiens. Environ 5000 photographies du couronnement de l'empereur auraient été réimprimées et distribuées à ses partisans pour être utilisées comme passeport de voyage en prévision de leur voyage rédempteur vers la terre qu'il appelle maintenant en rêve Sion. Mais en contraste frappant à la vision rastafarienne de l'Éthiopie comme un paradis africain gouverné par un messie africain bienveillant, la vie quotidienne de l'Éthiopien moyen vivant sous le règne de Haïlé Sélassié n'était guère enviable. Malgré sa richesse et son statut d'une des plus anciennes civilisations chrétiennes du monde, l'Éthiopie était loin derrière ses pairs européens et asiatiques en termes de progrès technologiques et économiques. L'Éthiopie était une société féodale dans laquelle une minorité composée de monarques, de nobles et de membres du clergé exerçaient une domination presque absolue sur un large territoire. À cette époque, l'esclavage était encore courant dans de nombreuses régions du pays avec environ 2 millions de personnes qui auraient été soumises à une forme de servitude forcée au moment du couronnement de Haïlé Sélassié en 1930. L'Éthiopie était confrontée à un problème structurel. Tout le pouvoir et toutes les richesses étaient concentrés entre les mains des familles nobles, ce qui entraînait des querelles éternelles entre les nombreux princes nobles et le clergé avec des ramifications graves sur la vie des citoyens moyens éthiopiens. En 1935, l'Éthiopie est envahie par l'Italie du dictateur fasciste Benito Mussolini et Haïlé Sélassié ordonne une mobilisation complète
pour soutenir l'effort de guerre contre cette invasion italienne. Et depuis Addis Abeba, l'empereur diffuse un appel passionné au monde extérieur pour sauver l'Éthiopie de la conquête italienne. Il défend la cause du pays et invite le monde à arrêter la guerre. Il déclare que le peuple éthiopien est fermement attaché à la paix, mais est prêt à se battre pour sa souveraineté. Alors que d'autres royaumes africains tombaient sous le contrôle de diverses puissances européennes, Haïlé Sélassié avait travaillé dur pour garantir la souveraineté de sa nation, en s'assurant que l'Éthiopie devienne un membre souverain de la Société des Nations. L'entrée de l'Éthiopie dans la première organisation intergouvernementale au monde a été particulièrement opposée par l'Italie qui considérait depuis longtemps l'Éthiopie comme le complément parfait à sa peur d'influence en Afrique de l'Est. Ignorant complètement les principes de non-agression convenus par tous les États membres de la Ligue des Nations, les forces de Mussolini se sont lancées dans une campagne brutale pour prendre le contrôle de l'Éthiopie et se venger de la célèbre défaite de l'Italie lors de la bataille d'Adwa en 1896 à l'époque de Menelik II. Malgré un discours emblématique en juin 1936, au siège de la Société des Nations à Genève, dans lequel il réprimandait les États membres pour leur passivité face à l'agression de Mussolini, Haïlé Sélassié sera finalement contraint de fuir son pays lorsqu'il deviendra qu'il n'y aura aucun moyen d'arrêter l'avancée italienne. 5 ans après son glorieux couronnement, le roi des rois d'Éthiopie s'est retrouvé démuni sous la protection britannique dans la petite ville de Baf où il s'est réfugié. L'homme que l'on croyait le Messie africain avait été chassé d'Afrique par une puissance européenne. Même après sa fuite de l'Éthiopie, Sélassié a continué à recevoir le soutien de nombreux autres membres de la diaspora africaine, alors que l'invasion italienne de l'Éthiopie a déclenché une vague de soutien en faveur de l'empereur et de sa nation partout dans les îles Caraïbes et aux États-Unis. Le salut est finalement venu en 1941 lorsque les Italiens ont été chassés du pays par les forces britanniques combattant aux côtés des membres de la résistance éthiopienne pendant la campagne des puissances alliées en Afrique de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le retour de Sélassié en Éthiopie revigorait les croyances de sa divinité et, plus important encore, construirait son image comme symbole de la résistance africaine. Profitant pleinement de sa popularité croissante dans les années qui ont suivi son retour, Haïlé Sélassié a commencé à poursuivre le grand effort de modernisation qui avait commencé sous le règne de l'empereur Menelik II. Le pays verrait la construction de plus de 200 bâtiments scolaires entre 1942 et 1952, ainsi que la création de la première université d'Éthiopie. Les jeunes plus talentueux d'Éthiopie ont également été encouragés et parrainés par le gouvernement à étudier à l'étranger, dans l'espoir qu'ils aideront au développement du pays à leur retour. Construisant son image à travers le continent, Sélassié est devenu un partisan majeur de divers mouvements panafricains et anticoloniaux qui ont débuté dans les années 40, 50 et 60 aux côtés de Kwame Nkrumah du Ghana et Abdel Nasser. Sélassié a énormément contribué à la formation de l'Organisation de l'Unité africaine et a proposé la capitale de son pays comme siège de l'organisation. Étonnamment, Sélassié serait un homme méprisé par de nombreuses factions au sein de son royaume. Sa décision d'homogénéiser et de force l'Éthiopie en élevant sa culture et sa langue natale dans tous les domaines de la vie religieuse et civique du pays le ferait détester par un grand nombre de non-éthiopiens. Suite à une famine dans la province du pays, dans le nord de l'Éthiopie, en 1958, l'empereur a été accusé d'avoir causé la mort de plus de 100 000 personnes lorsqu'il aurait refusé d'envoyer suffisamment d'aide alimentaire d'urgence. Les efforts de Sélassié pour moderniser l'Éthiopie en encourageant l'enseignement supérieur et en envoyant un nombre important de dirigeants éthiopiens étudier à l'étranger aboutirait à l'émergence d'une nouvelle classe d'étudiants instruits et progressistes, de politiciens et de chefs militaires qui, à la fin des années 1950, étaient devenus très insatisfaits du rythme du changement. Avec de nombreux pays africains poussant à devenir des États démocratiques indépendants, l'idée qu'un pays aussi grand que l'Éthiopie puisse continuer comme une monarchie impériale absolue était tout simplement inacceptable pour beaucoup au sein de la classe intellectuelle émergente de l'Éthiopie. En 1960, une conspiration menée par l'un des gouverneurs régionaux aboutit à une tentative de renversement de Haïlé Sélassié et de conversion de l'Éthiopie à une monarchie constitutionnelle dirigée par le prince héritier
L'économie et le désir de démocratie parmi les classes instruites de l'Éthiopie signifiaient qu'il y avait un certain niveau de soutien populaire pour le coup d'État. Le renversement a finalement échoué grâce à certaines actions rapides prises par le pouvoir en place. Malgré son échec, le coup d'État en 1960 effrayerait Sélassie. Les personnes assez courageuses pour lui faire face ont commencé à appeler Haïlé Sélassie à envisager des réformes démocratiques. La réponse de l'empereur a été simplement de punir et prendre des mesures pour consolider son pouvoir personnel. Ajoutant encore plus d'huile sur le feu, l'empereur s'est rapidement fait davantage d'ennemis intérieurs lorsqu'il est entré dans un violent conflit avec les combattants de la liberté érythréens de l'autre côté de sa frontière nord. Ce conflit de longue date a commencé lorsque les nationalistes du pays de l'Érythrée, qui avaient été fédérés à l'Éthiopie par les Nations Unies en 1952, ont commencé à militer violemment pour l'indépendance de l'Éthiopie. En réponse à la demande d'indépendance de l'Érythrée, l'empereur a rapidement dissous la fédération de l'Éthiopie et de l'Érythrée et a annexé l'Érythrée. La violente lutte de 29 ans qui a suivi entachera à jamais l'image de Haïlé Sélassie aux yeux de millions de ses sujets. Face à une vague presque incessante de pression allant des appels à une plus grande démocratie de la part des groupes nationaux, l'empereur devenant de plus en plus vieux continua néanmoins à ne montrer aucun réel intérêt pour la décentralisation du pouvoir. Inversement, la réputation de Haïlé Sélassie en tant que leader respecté a continué à décroître dans le monde. L'empereur a continué de fonctionner comme un seul homme du gouvernement, au travers les invitations et voyages à l'extérieur du pays, avec son image placardée dans les journaux occidentaux et son accueil généralement positif lors de ses visites d'État dans les pays occidentaux. Sélassie est devenu une source de fierté pour des millions de personnes en Afrique et dans les Caraïbes qui n'étaient tout simplement pas habitués à voir un dirigeant africain susciter l'intérêt médiatique et le respect des autres dirigeants mondiaux. Bien qu'il n'ait jamais expressément revendiqué le statut divin conféré par les Rastafariens, Haïlé Sélassie a fourni des efforts minimes pour dissiper les mythes sur sa personne. Le 21 avril 1966, Haïlé Sélassie a même fait une visite d'État officielle en Jamaïque où il a rencontré les dirigeants clés du mouvement rastafarien. Cette visite du pays donnerait naissance à encore plus de folklore sur l'empereur. Au début des années 1970, Haïlé Sélassie était devenu rien de moins qu'une divinité à part entière pour des millions de personnes dans le monde, alors que son profil international continuait de croître et de s'élever. Bob Marley a fait de son nom un symbole du mouvement Rastafari dans ses musiques hip-hop. Le mauvais bilan du royaume de Sélassie en matière de progrès économique, des droits de l'homme et les libertés civiles créerait une source mondiale de griefs pour la génération émergente éthiopienne. Dans sa tentative d'écraser diverses rébellions et de maintenir le pouvoir, les emprisonnements des prisonniers politiques sont devenus des événements réguliers dans de nombreuses régions de l'Empire. L'armée impériale éthiopienne serait particulièrement méprisée dans la campagne érythréenne où il aurait commis plusieurs atrocités lors de leurs nombreuses escarmouches avec les combattants de la liberté érythréens. Mais malgré tous les nombreux griefs que les ennemis de Haïlé Sélassie avaient contre lui, le dernier clou dans le cercueil impérial ne viendra qu'en 1972 lorsqu'éclatera une famine dévastatrice au nord-est du pays a entraîné la mort d'environ 40 000 à 50 000 Éthiopiens. Et en cette même année, l'empereur a célébré son 80e anniversaire lors d'une somptueuse fête qui aurait coûté une très grande fortune. La famine sape gravement le soutien populaire du gouvernement de Haïlé Sélassie et le respect personnel et le prestige personnel de l'empereur ont été irrémédiablement dévastés, créant un renversement imminent. Des proches de l'empereur ont même commencé à le supplier de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. L'un de ses plus proches avocats est une fois venu au palais et s'est jeté aux pieds de l'empereur, le suppliant d'abdiquer le trône. Bien que sérieusement ému par le geste, l'empereur aurait répondu en disant « Dites-moi si le roi David a abdiqué. Nous régnerons aussi longtemps que le Tout-Puissant nous le permettra. » Sur fond général d'insatisfaction et de désapprobation de l'empereur, un groupe de gauche radicale, les officiers de l'aile militaire qui attendaient depuis longtemps l'occasion idéale, se sont rapidement mobilisés pour renverser le régime de l'empereur en septembre 1974. D'un seul coup, plus de 3000 ans d'histoire et de traditions éthiopiennes ont été brutalement écrasés par les bottes d'un comité hétéroclite de soldats d'inspiration soviétique. Dans l'année qui a suivi son renversement, les journaux ont commencé à rapporter que Haïlé Sélassie était mort dans des circonstances mystérieuses,
mais personne ne pouvait dire où son corps avait été enterré. Haïlé Sélassié fut sans aucun doute l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Jamais au cours de 3000 ans d'histoire de l'Empire éthiopien, un empereur éthiopien n'avait détenu autant de pouvoir et d'influence qu'Haïlé Sélassié le premier. Mais assez ironiquement, c'est ce même fait qui a scellé son destin en tant que dernier de sa lignée. La révolution éthiopienne de 1974 qui a renversé son régime impérial ouvrirait les vannes à une ère de terreur et d'anarchie. Une ampleur jamais vue auparavant dans l'histoire du pays. Comme beaucoup d'autres révolutions et soulèvements avant lui, la révolution éthiopienne finirait par ravager ses propres enfants. L'instabilité politique et les luttes intestines qui ont suivi le renversement de l'empire verraient plus d'1 million d'Éthiopiens perdre la vie et un nombre plus grand de déplacés ou plongés dans la pauvreté absolue. Lorsque les générations futures jugeront les 60 années de règne de Haïlé Sélassié, ils comprendront que les années de service de l'empire sont plus importantes que les erreurs commises pendant son règne sur l'empire éthiopien. La constitution adoptée en 1974 maintient le parti unique. Il faudra 5 ans de plus pour voir des élections contestables. Moussa Traoré obtient 99% des suffrages. Son régime autoritaire étouffe toute forme de contestation jusqu'au tournant de l'année 1991. Unis pour réclamer le multipartisme, les forces d'opposition créent le mouvement démocratique. Un climat révolutionnaire gagne Bamako. Femmes, travailleurs, étudiants, tous descendent dans les rues de la capitale malienne. Le pouvoir réprime dans le sang. Et il reste ce soir à Bamako des centaines de blessés graves, laissés sans soins, faute de médicaments, comme la très jeune fille de cette femme qui agonise avec 18 balles dans le corps. Ma fille est en danger, elle a reçu 18 balles. Je voudrais l'évacuer, je n'en peux plus. On a renvoyé les médecins sans frontières, je n'ai plus d'espoir, je vous en prie. Je vous en prie. Ça va. Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit, sa femme également, ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort. Amadou Toumani Touré, une figure emblématique dans l'histoire du Mali, émerge comme un personnage central dont l'influence a façonné le destin politique de son pays. Militaire de carrière, il inscrit son nom en lettres capitales dans les pages de l'histoire malienne en tant que soldat de la démocratie. Son parcours riche en rebondissements reflète une trajectoire exceptionnelle, allant de son engagement dans des opérations militaires majeures à son rôle clé dans l'établissement et le maintien de la démocratie au Mali dans les années 1990. Originaire du centre du Mali, Amadou Toumani Touré a débuté sa carrière militaire au sein des forces armées maliennes, gravissant les échelons avec brio. Sa renommée s'est consolidée au cours de son engagement dans des opérations militaires d'envergure, notamment lors de la guerre du Tchad dans les années 1980. Cependant, son parcours prend un tournant décisif en 1991, lorsque, suite à des troubles politiques et sociaux au Mali, il s'érige en sauveur de la démocratie. À la suite du renversement du régime du président Moussa Traoré en 1991. Le 22 mars, c'est le vendredi, c'était un vendredi, le vendredi noir, c'était pendant le mois de carême. Et on a commencé à mettre les barricades. Et le matin, quand les forces de l'ordre sont sorties pour essayer de calmer la situation, il y a eu des provocations. Ça me rappelle surtout la fumée qui traversait le ciel de Bamako le vendredi noir. Et puis les balles, du sang qui coulait, les gens qui jonchaient le long des chemins. Amadou Toumani Touré, surnommé ATT par la population, joue un rôle déterminant en instaurant une transition pacifique vers un régime démocratique. En un de vos communiqués, vous parlez de l'institution du multipartisme intégral. Je voudrais savoir, ce sera pour quand et comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Si nous étions prêts, je dirais tout de suite. Tout de suite, parce que notre peuple le mérite. Tout de suite, parce que les autres le font. Je pense, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai lu. Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie.
Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui ne n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience, l'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Son engagement en faveur de la stabilité politique et de la démocratie ne s'est pas limité à cette période de transition. Élu président du Mali en 2002 lors d'une élection démocratique, ATT a œuvré pour le renforcement des institutions démocratiques, la promotion des droits de l'homme et le développement économique du pays. Son mandat a été marqué par des initiatives visant à consolider la paix et à renforcer les liens diplomatiques. Cependant, son règne a également connu des moments difficiles, notamment la gestion de la crise du nord du Mali et les critiques liées à la corruption. Malgré ces défis, Amadou Toumani Touré est resté une figure respectée et admirée pour son rôle clé dans la consolidation de la démocratie au Mali. Son départ du pouvoir en 2012, marqué par un coup d'État militaire, a constitué une transition tumultueuse et a souligné les complexités de la gouvernance dans cette région. L'histoire d'Amadou Toumani Touré se présente comme une saga captivante où la trajectoire d'un homme s'entremêle intimement avec des vicissitudes façonnant un chapitre significatif de l'histoire du Mali. Amadou Toumani Touré est né le 4 novembre 1948 à Mopti, région du centre du Soudan français, colonie française à l'époque et actuelle République du Mali. Il passe sa petite enfance dans cette ville où il fréquente l'école fondamentale. Pour ceux qui ne connaissent pas, la région de Mopti est la 5e région administrative du Mali, située au centre du pays. Elle s'étend sur 79 017 km². La région de Mopti est limitée au nord par la région de Tombouctou, à l'ouest et au sud par la région de Ségou et au sud-est par le Burkina Faso. Adolescent, il arrive à Bamako dès 1966, année à laquelle il a été inscrit à l'école normale secondaire de Badalabougou. Il en sort 3 ans plus tard, en 1969, et devient instituteur. Après quelques années d'exercice dans le domaine de l'enseignement, Amadou Toumani Touré décide de changer radicalement de métier et s'inscrit au concours d'entrée à l'école militaire interarmes de la ville de Kati. Ceux qui connaissent bien l'histoire du Mali ont certainement entendu parler de la fameuse ville de Kati. Cette ville est incroyablement témoin de la majorité des grands événements politiques ayant bouleversé le pays. Il réussit le concours d'entrée à l'école militaire interarmes de Kati et devient officier au sein du corps des parachutistes, corps d'élite chargé de la garde présidentielle. Officier assez dynamique et discipliné, Touré gagne la confiance du président de la République de l'époque, le général Moussa Traoré, qui l'envoie passer plusieurs stages en France et en ex-Union soviétique avant de le nommer en 1984 commandant du corps des commandos parachutistes du Mali, communément appelé Béret Rouge. À ce titre, il est chargé d'assurer la garde présidentielle. Le 26 mars 1992, à la suite des émeutes monstrueuses et violemment réprimées par le régime, Amadou Toumani Touré, alors lieutenant-colonel, est choisi par ses pairs officiers supérieurs pour diriger la junte militaire qui a renversé le général Moussa Traoré. Paysans, éleveurs, pêcheurs, commerçants et artisans, fonctionnaires, élèves et étudiants, et toutes catégories socio-professionnelles de notre pays, l'heure est à la vigilance, l'heure est à la réconciliation, afin que soit bannie à jamais la corruption, l'affairisme, le népotisme et toutes les autres pratiques inavouables dans notre cher Mali. Il prend la tête du comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, et assure les fonctions de chef de l'État pendant une transition démocratique qui dure 9 mois. Il organise la conférence nationale qui se déroule du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré.
On le surnomme alors le soldat de la démocratie. Le nouveau président démocratiquement élu le nomme au grade de général pour le remercier de ses bons ou loyaux services. Son passage à la tête de l'État pendant les 9 mois de la transition lui donne l'envie de s'engager en politique et de briguer la présidence de la République. En 2001, Amadou Toumani Touré entrevoit de se lancer en politique. Il vise les élections présidentielles devant se dérouler en 2002. Le 1er septembre 2001, il demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée. Il décide de se lancer dans la vie politique en posant sa candidature pour l'élection présidentielle de 2002. L'élection de 2002 a été un moment crucial dans l'histoire politique du Mali. Le contexte était marqué par la fin du régime d'Alpha Oumar Konaré, qui avait servi 2 mandats en tant que président, conformément à la Constitution. Amadou Toumani Touré, ancien général de l'armée malienne, est déjà bien connu pour son rôle dans la transition démocratique de 1991, a émergé comme un candidat populaire et respecté. La transition démocratique de 1991 avait mis fin à des décennies de régime autoritaire au Mali, ouvrant la voie à un système multipartite. Alpha Oumar Konaré n'est pas candidat dans la mesure où, selon la Constitution, il ne peut briguer un mandat supplémentaire. Si l'élection présidentielle de 1997 s'était déroulée dans un climat très tendu entre le parti au pouvoir, l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA, PSG, et l'opposition qui est regroupée au sein d'un collectif décide de boycotter les élections, le climat politique quelques années plus tard s'est progressivement détendu, avec notamment l'organisation du Forum politique national en janvier 1999 et l'élaboration d'une nouvelle loi électorale. L'ensemble des partis prennent part au scrutin au sein du parti présidentiel. La succession d'Alpha Oumar Konaré entraîne des divisions. Ainsi, l'ancien Premier ministre et président de l'ADEMA, PSG, Ibrahim Boubacar Keïta, quitte le parti pour fonder le Rassemblement pour le Mali le 30 juin 2001. Après sa démission de l'armée, Amadou Toumani Touré, que tout le monde appelle ATT, ne crée pas de parti politique. Étonnamment, il n'appartient également à aucun parti politique. Il s'appuie néanmoins sur une puissante organisation de la société civile, le mouvement citoyen que ses partisans ont créé et animé pour le soutenir. L'élection de 2002 a été saluée comme une étape importante dans la consolidation de la démocratie malienne. Amadou Toumani Touré, candidat indépendant, a remporté la présidence au premier tour avec une majorité significative, soulignant le soutien populaire dont il bénéficiait. Il nomme Ahmed Mohamed Ag Amani comme Premier ministre. Celui-ci démissionne le 28 avril 2004 et il est remplacé par Ousmane Issoufou Maïga. Les électeurs semblaient chercher une continuité dans la stabilité et la gouvernance démocratique qu'ils avaient expérimentée depuis la transition de 1991. Son premier mandat a été caractérisé par des efforts pour renforcer les institutions démocratiques du Mali. Il a mis en œuvre des réformes visant à améliorer la gouvernance, à lutter contre la corruption et à encourager la participation citoyenne. Sur le plan économique, il a travaillé à promouvoir le développement et à attirer des investissements. Amadou Toumani Touré annonce sa candidature à l'élection présidentielle malienne de 2007 lors d'un déplacement dans une ville du Mali, Nioro du Sahel, le 27 mars 2007. Porté par un vaste soutien politique avec la collaboration de 14 partis, notamment l'Alliance pour la démocratie du Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA, PSG, et l'Union pour la République et la démocratie URD, réunis au sein de l'Alliance pour la démocratie et le progrès ADP, le président en exercice a orienté sa campagne autour de son bilan qu'il présente comme positif. Il met en avant un modèle de gouvernance axé sur le consensus et présente un programme pour le développement économique et social articulé autour de 9 priorités majeures. Ces priorités incluent le renouveau de l'action publique en matière de démocratie et de gouvernance, une croissance économique robuste visant un taux d'au moins 7% par an, le développement du secteur privé, l'amélioration des ressources humaines, la promotion de l'emploi des jeunes, une participation accrue des femmes au développement, le soutien aux initiatives culturelles et sportives, l'engagement des Maliens de l'étranger dans le développement du pays et la mise en place d'une diplomatie proactive.
Lors d'un rassemblement à Koulikoro, une ville du Mali, il a dévoilé un projet ambitieux visant à créer 50 000 emplois pour les jeunes au sein de la fonction publique. Cet engagement illustre sa vision pour répondre aux défis socio-économiques du pays, mettant en lumière ses initiatives concrètes et son engagement envers le développement durable et inclusif. Affichant fièrement le slogan des campagnes « Pour un Mali qui gagne », le président en exercice a suscité le soutien ardent de ses partisans qui ont répondu le mot d'ordre Takokele, traduisible en bambara par prise unique, exprimant ainsi le désir d'une victoire dès le premier tour. Cependant, ses opposants, regroupés au sein du Front pour la démocratie et la République, FDR, l'accusent d'utiliser les ressources de l'État pour mener sa campagne. Les critiques portent également sur des allégations de favoritisme de la part du président et de son gouvernement, notamment en ce qui concerne l'attribution des logements sociaux. Le scrutin du 29 avril a été entaché selon eux de fraude, soulevant des préoccupations quant à l'intégrité du processus électoral. Malgré ces contestations, Amadou Toumani Touré a été réélu président de la République dès le premier tour le 29 avril 2007, obtenant un impressionnant pourcentage de 71,20% des voix. Son principal concurrent Ibrahim Boubacar Keïta n'a recueilli que 19,15% des voix. Les candidats de l'opposition réunis au sein du Front pour la République et la démocratie ont contesté les résultats alléguant des fraudes. Ce dénouement électoral a exacerbé les tensions politiques au Mali, soulignant les divisions persistantes au sein de la société. En 2012, l'armée malienne se trouve engagée dans une guerre dans le nord du pays, déclenchée par une rébellion touareg, menée par les insurgés touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad et les djihadistes d'Amsardine. Assis derrière sa mitrailleuse, Omar Ould Amar. C'est l'un des chefs militaires d'Ansardine. Nous, ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongueba, à Bamako, à Kaï, à Menaka, à Tessalit. L'armée subit plusieurs revers. Elle souffre d'un manque de moyens par rapport aux Touaregs qui bénéficient d'un important matériel et d'armes lourdes récupérées à la suite de la chute de Kadhafi en 2011. Le moral des troupes est au plus bas. Les officiers supérieurs sont soupçonnés de népotisme, de favoritisme et de corruption, de détourner l'argent destiné à l'équipement militaire alors que le salaire d'un soldat de base est de 40 000 francs CFA, soit 60 € par mois. Fin janvier et début février, des manifestations des femmes de militaires réclament des munitions pour leurs hommes. À un mois d'échéance des élections présidentielles, l'autorité du président de la République Amadou Toumani Touré, qui a annoncé qu'il ne se représenterait pas, est remise en cause. Les militaires en colère se dirigent alors vers l'armurerie et font main basse sur armes et munitions. À 15h30, ils attaquent la présidence. Les bérets rouges, soldats du 33e régiment du commando parachutiste qui forme la garde d'Amadou Toumani Touré résistent jusque vers 21h où l'enceinte du palais est forcée. Les militaires ne peuvent mettre la main sur le président qui a été exfiltré vers 18h. Les bâtiments sont alors pillés et partiellement incendiés. En fin d'après-midi, une centaine d'hommes investissent le bâtiment de l'Office de la radio-télévision malienne ORTM au centre de Bamako. La radio nationale suspend ses programmes. Le 22 mars, les mutins constitués en comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDR ou CNRDRE, font une déclaration le jeudi matin à 5h à la télévision nationale. Le lieutenant Amadou Konaré, porte-parole du comité, annonce la suspension de la Constitution et la dissolution des institutions de la République. Il justifie le coup d'État par l'incapacité du gouvernement à donner aux forces armées les moyens nécessaires de défendre l'intégrité du territoire national. Il précise que le CNRDR prend l'engagement solennel de restituer le pouvoir à un président démocratiquement élu dès que l'unité nationale et l'intégrité territoriale seront rétablies. Amadou Aya Sanoko, chef de la junte, annonce l'instauration d'un couvre-feu à partir du jeudi 22 mars. Parallèlement à la crise politique, le nord du Mali a connu une intensification des activités des groupes rebelles, Touaregs et des groupes islamistes armés qui ont profité du vide de pouvoir créé par le coup d'État.
Les forces armées maliennes, démoralisées par le renversement du gouvernement, ont eu du mal à contenir ces groupes, conduisant à la prise de contrôle de vastes territoires du nord par les rebelles. Face à cette crise, la CEDEAO a pris l'initiative de déployer des forces militaires sous la bannière de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, en collaboration avec la France qui a lancé l'opération Serval en janvier 2013 pour contrer l'avancée des groupes armés. Ces actions militaires ont contribué à repousser les groupes rebelles et à rétablir une certaine stabilité dans le pays. Finalement, des élections présidentielles et législatives ont été organisées en 2013, permettant l'élection des nouveaux présidents, Ibrahim Boubacar Keïta, et le rétablissement progressif de l'ordre constitutionnel. Cependant, les séquelles du coup d'État et ses conséquences, notamment les défis liés à la reconstruction, à la réconciliation nationale et la sécurité persistaient, illustrant les complexités d'une transition post-coup d'État dans un contexte de crise multidimensionnelle. Dans une quête d'exil empreinte de nuances, Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, se retire au Sénégal avec sa famille sous les auspices de l'État sénégalais, prônant une distanciation prudente vis-à-vis de la vie politique de son pays d'origine. Cependant, en cette journée mémorable du 27 décembre 2013, le gouvernement malien saisit l'Assemblée nationale, où trône la haute cour de justice convoquant ainsi le jugement de l'ancien président. Les arcanes politiques s'entremêlent alors, en ayant l'air apogée en décembre 2016, lorsque l'Assemblée d'une majorité écrasante rejette l'ouverture de poursuites contre Amadou Toumani Touré. Un tournant décisif s'est produit le 24 décembre 2017, lorsque, bénéficiant de l'aval du président Ibrahim Boubacar Keïta, Amadou Toumani Touré fait son retour à Bamako, marquant ainsi une réconciliation officielle avec son passé politique. La conclusion de ce chapitre survient le 15 décembre 2019, date à laquelle il fait son retour définitif. Cependant, le récit prend un sombre détour. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020, alors qu'Amadou Toumani Touré rend son dernier souffle en Turquie, son neveu, Oumar Touré, dévoile la triste nouvelle, révélant que cette perte survient quelques jours après une opération cardiaque à Bamako. Le 17 novembre, le Mali pleure son ancien leader lors d'obsèques nationales solennelles. Merci et à la prochaine. Il intègre l'armée française en 1955 et participe à la guerre d'Algérie. Promu lieutenant, il défend le régime dictatorial d'Ahmed Sékou Touré. 10 ans plus tard, il est élu député du Parti démocratique de Guinée, PDG, parti unique. Parvenu au grade de colonel, il participe au coup d'État de 1984 à la suite de la mort du père de l'indépendance de la Guinée, Sékou Touré. La junte dénommée Comité militaire de redressement national CMRN porte alors Lassana Conté à la tête du pouvoir. Libéral et nationaliste, il privatise les entreprises publiques, réduit le nombre de fonctionnaires et dote la Guinée d'une nouvelle constitution qui autorise le multipartisme. Devenu général, il est officiellement élu président de la République en 1993 et largement reconduit en 1998 et 2003 grâce à une modification constitutionnelle. Malgré les restrictions des libertés et les menaces, l'opposition critique ouvertement ces scrutins qu'elle estime truqués et qu'elle boycotte par la suite. À la fin de sa présidence, alors que la situation économique et sociale continue de se dégrader, Lassana Conté doit affronter plusieurs révoltes qui sont réprimées et font plusieurs morts, ce qui le contraint à négocier avec les syndicats. Victime de plusieurs tentatives de renversement et d'assassinat, il décède des suites d'une longue maladie. Sa mort est suivie d'un coup d'État renversant la Deuxième République qu'il avait instaurée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Lassana Conté, un homme dont le nom est toujours marqué dans l'esprit du peuple guinéen. Voici à présent l'histoire de Lassana Conté. Lassana Conté est né le 30 novembre 1934 à Moussaya Lumbaya, région du Doubreka en Guinée-Conakry. Fils d'agriculteur, Lassana Conté est issu de l'ethnie des Soussous. Les Soussous sont une population d'Afrique de l'Ouest, vivant principalement en Guinée, également au nord-ouest de la Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Ils sont originaires du Mandé, espace compris aujourd'hui entre le sud du Mali et l'est de la Guinée. Bref, Lassana Conté entre à l'école des enfants de troupes de Bégerville, Côte d'Ivoire en 1950, puis à celle de Saint-Louis, Sénégal. Il effectue ensuite ses classes au peloton à Caille au Mali. À présent, nous sommes en 1955. La guerre d'Algérie bat son plein.
En tant que guerre d'indépendance et de décolonisation, elle oppose des nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du Front de libéral national FLN à la France. Elle est à la fois un double conflit militaire et diplomatique et une double guerre civile entre les communautés d'une part et à l'intérieur des communautés d'autre part. La même année, en 1955, Lassana Conté entre dans l'armée française. Plus tard, il est affecté en Algérie pendant la guerre d'indépendance en 1957. Après son service militaire, il retourne en Guinée, qui est devenue indépendante de la France le 2 octobre 1958. Il intègre alors la nouvelle armée avec le grade de sergent. Transféré au 2e bataillon d'artillerie, il est promu lieutenant en 1965. Le 22 novembre 1970, lorsqu'un groupe d'exilés guinéens envahit le pays à partir de la Guinée portugaise dans le but de renverser le gouvernement du président Ahmed Sékou Touré, il participe à des opérations visant à défendre la capitale. Après que les forces pro-gouvernementales parviennent à stopper l'invasion, Lassana Conté est promu le 27 février 1971 au grade de capitaine pour service rendu à la nation et jouit de la réputation de militaire courageux. En 1973, il est nommé commandant de la région militaire de Bouké, nord-ouest de la Guinée, afin d'aider le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC, mouvement de guérilla indépendantistes dans le pays voisin, la Guinée portugaise. Il s'agit d'un parti politique fondé en 1956 par des militants indépendantistes autour d'Amilcar Cabral dans le but de réaliser l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée portugaise, alors sous domination coloniale. Chef d'état-major adjoint de l'armée de terre à partir de 1975, puis chef de la délégation guinéenne au cours des négociations censées régler un différend frontalier avec la Guinée-Bissau. En 1977, il est élu à l'Assemblée nationale en 1980 sur la liste unique du Parti démocratique de Guinée, PDG. 2 ans plus tard, élu membre du comité central du PDG, il est promu colonel. Le 26 mars 1984, Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance, meurt à Cleveland lors d'une opération cardiaque et l'unique parti de l'époque, le Parti démocratique de Guinée PDG, sombre dans de violentes querelles de succession. C'est dans un contexte de déclin et d'incertitude qu'une semaine plus tard, le 3 avril 1984, un coup d'état militaire dirigé par le colonel Conté renverse le président intérimaire, lui lançant en Biavogui. L'agent militaire, dénommé Comité militaire de redressement national CMRN, porte alors son chef de file au pouvoir qui est proclamé président de la République 2 jours plus tard, alors qu'il vient d'être institué la Deuxième République. Le nouveau chef de l'État dénonce le régime de Sékou Touré et s'engage à établir un régime démocratique, à sortir la Guinée de son isolement international et à exploiter les ressources naturelles. Il se pose en défenseur des droits de l'homme en libérant 250 prisonniers politiques, encourageant ainsi le retour d'environ 200 000 Guinéens de l'exil. C'est ainsi que quelques mois plus tard, Lassana Conté est nommé secrétaire général du Parlement international pour la sécurité et la paix, une organisation intergouvernementale dont le siège est en Italie. Lassana Conté assure de facto la fonction de chef du gouvernement du 18 décembre 1984 au 9 juillet 1996, date à laquelle il nomme Sidya Touré comme Premier ministre. Le 22 décembre 1985, dans son discours programme, il opte pour un libéralisme économique après 26 ans d'économie centralisée. Il lance de nombreuses réformes, le rétablissement de l'initiative privée, la privatisation de nombreuses entreprises publiques, la dévaluation de la monnaie et le rétablissement du franc guinéen, ainsi que la réduction des dépenses du gouvernement et l'encouragement des investissements étrangers. Le 3 avril 1990, à l'occasion du 6e anniversaire de l'avènement de la Deuxième République, Lassana Conté est promu au grade de général de corps d'armée. Dans le même temps, alors qu'une vague démocratique touche l'Afrique, il fait adopter une nouvelle constitution par référendum le 23 décembre 1990. En 1992, dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de l'année suivante, les partis politiques sont officiellement légalisés et 12 lois organiques réglementent le statut d'institution, telles que la Cour suprême. Les mesures annoncées par le nouveau président ne tardent pas à se faire sentir. La croissance économique s'élève à 4,5% par an et le taux d'inflation ne dépasse pas 5%. Le CMRN est dissous le 16 janvier 1991 et est remplacé par le Comité de transition pour le redressement national CTRN, un organe composé à partie égale de civils et de militaires. Lors de l'élection présidentielle de 1993,
Lansana Conté, candidat du Parti de l'Unité et du Progrès, est opposé à 8 candidats dont Alpha Condé, RPG. Le président sortant l'emporte dès le premier tour de scrutin avec 51,7% des suffrages. Cette élection est vivement contestée par les partis d'opposition à la suite de la décision de la Cour suprême d'annuler les résultats de 2 préfectures où Condé avait obtenu plus de 90% des voix. Dès lors, le régime en place prend un visage plus radical. En décembre 2003, il est réélu avec 95,63% des suffrages face à un seul adversaire, les autres opposants préférant ne pas participer à un scrutin qu'ils estiment joué d'avance. Le 19 janvier 2005, des coups de feu auraient été tirés sur son cortège de voitures alors qu'il se rendait à Conakry dans ce qui était apparemment une tentative d'assassinat ratée. Un garde-corps aurait été blessé. Conté idem prononce alors une allocution pour dire qu'il avait survécu parce que Dieu n'avait pas encore décidé qu'il était temps pour lui de mourir et évoque des menaces de la part de ceux qui souhaitent pas voir le développement de la Guinée ou de ceux qui obéissent aux ordres qui leur sont donnés de l'étranger. Au milieu de l'année 2006, alors que le prix du riz et du carburant est au plus haut, les nombreuses grèves générales et leur sanglante répression affaiblissent le président guinéen. En août, Human Rights Watch rend public un rapport de 30 pages qui condamne les violations des droits humains en Guinée en mettant en évidence le vide politique résultant de la maladie du président en cours et exprimant sa préoccupation quant à l'avenir. Mais en octobre 2006, le général Conté annonce qu'il compte demeurer président jusqu'à la fin de son 3e mandat. En 2010, tout en précisant qu'il aime son pays et qu'il le protège contre ses ennemis, il déclare également qu'il est à la recherche d'un successeur comme lui, qui a de l'envergure, patriote, pour diriger la Guinée. Malgré une nouvelle grève générale commencée le 10 janvier 2007, Lansana Conté s'accroche au pouvoir. Une semaine après, il annonce le limogeage de Fodé Bangoura, ministre d'État aux Affaires présidentielles et numéro 2 du régime. Quelques jours plus tard, alors que plusieurs centaines de milliers de citoyens continuent à manifester et que 59 personnes sont mortes de la répression des forces de l'ordre, le général Conté accepte de nommer un premier ministre de consensus. Il cède aux demandes des centrales syndicales à l'origine de la grève le 26 janvier et annonce qu'il transférera toutes ses prérogatives de chef de gouvernement au futur premier ministre dont il ne révèle pas le nom immédiatement. Le 9 février, il choisit finalement de nommer Eugène Camara, un de ses proches. Mécontent de ce choix, les syndicats et la société civile s'embrasent. Le président cède à la pression et le 26 février, il nomme Lansana Kouyaté au poste de premier ministre. Le bilan humain de ce soulèvement est terrible. Au moins des centaines de personnes sont tuées et plus de 1000 blessés. En mai et juin 2008, des soldats menacent la stabilité du pays en réclamant le paiement des arriérés de leurs soldes, fragilisant encore un peu plus le régime en place. Cette fois-ci, le bilan s'élève à au moins 3 morts et à des dizaines de blessés. Des rumeurs récurrentes le disant mourant circulent dès 2002. Au mois de décembre de cette même année, des médecins marocains lui diagnostiquent une leucémie et une forme aiguë de diabète et lui annoncent qu'il lui reste moins de 6 mois à vivre. À l'occasion de l'élection présidentielle de 2003, il reconnaît avoir des douleurs aux pieds, se voyant contraint de voter à bord de sa voiture en raison de sa difficulté à marcher. Début 2006, son état de santé s'aggrave. Brusquement, il se rend alors à plusieurs reprises à l'étranger pour se faire hospitaliser et est victime de coma diabétique à répétition. Grand fumeur, Lansana Conté souffre également de problèmes cardiaques et régulièrement absent des réunions internationales, ne quitte plus le territoire national lors des dernières années de sa vie et ne peut pas assister aux cérémonies du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre 2008. Il ne vit plus dans la capitale, mais dans un petit village où il cultive des champs de riz. Durant cette période, ce sont ses proches conseillers régulièrement renouvelés qui assurent véritablement le pouvoir. Le 23 décembre 2008, Aboubacar Somparé, président de l'Assemblée nationale, annonce à la télévision que le président de la République est mort la veille, des suites d'une longue maladie sans préciser la cause exacte de sa mort. Un deuil de 40 jours est alors décrété par le Premier ministre. Quelques heures après sa mort, un groupe d'officiers se présentant sous le nom de Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, annonce à la radio, par le biais de son porte-parole Moussa Dadis Camara, la dissolution du gouvernement et de la constitution du pays, ce qui inaugure un coup d'État. Le 24 décembre 2008, Moussa Dadis Camara s'autoproclame président de la République. Les funérailles de Lansana Conté, qualifiées de grandioses par la presse, se déroulent le 26 décembre 2008 à Conakry et rassemblent plus de 30 000 personnes, dont plusieurs chefs d'État africains. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.